Le 9 juin 2018, l'Osaka Joe Hall accueille l'une des soirées les plus marquantes de l'histoire récente du catch professionnel. New Japan Pro Wrestling Dominion 6.9, 10e édition de l'événement, qui a vu le jour pour la première fois en 2009. C'est bien plus qu'un simple pay-per-view, c'est bien plus qu'un simple show. Si Wrestle Kingdom est la tradition du début d'année, Dominion est la tradition du début de l'été. En général, ça a lieu mi-juin, juste avant le G1 Climax. Ici, 6 titres sont en jeu. L'Osaka Joe Hall est pleine à craquer avec près de 12 000 fans. En tête d'affiche, l'une des plus grandes rivalités de cette décennie. Kazuchika Okada défend son titre IWGP Heavyweight face à Kenny Omega dans un match 2 out of 3 falls, no time limit, leur quatrième affrontement pour trancher une bonne fois pour toutes la question de qui est vraiment le meilleur au monde. C'est pas tout, Chris Jericho revient chez New Japan pour défier Tetsuya Naito pour le titre intercontinental, les Young Bucks qui s'attaquent au titre par équipe, détenu par Evil et Sanada, Hiromu Takahashi qui affronte Will Ospreay pour le titre junior et sans oublier les très attendus débuts de Rey Mysterio chez New Japan. Littéralement une carte de rêve, une atmosphère électrique et une nuit qui allait changer le visage de la New Japan Pro Wrestling à tout jamais. C'est Dominion 2018. Alors avant de passer au match, faut savoir que là on est dans le pic New Japan, là entre... En fait si tu prends toute la décennie 2010, on est dans le pic presque à partir de 2012, c'est vraiment phénoménal. Mais là ce qui se passe entre je dirais 2014 et 2019, c'est du jamais vu. En fait, c'est littéralement le pic New Japan et c'est là que Dominion, c'est pour moi ce que la New Japan a eu presque de mieux à offrir avec les Wrestle Kingdom des années 2015, 16, 17. Bref, c'est exceptionnel. On est vraiment dans le pic New Japan et la carte qui nous attend est exceptionnelle et franchement, le show qui nous attend est juste fabuleux. Le premier match de la soirée oppose les titres par équipe junior, du coup détenus par Suzuki Gun, représenté par El Desperado et Kanemaru, qui vont défendre face à Roppongi 3K, représenté du coup par Sho et Yo. Et en fait l'histoire là c'est que le 28 janvier, Sho et Yo prennent les titres par équipe junior, ils les reprennent, mais perdent lors du 46e anniversaire par du coup Suzuki Gun, du coup toujours El Desperado et Yoshinobu Kanemaru. Et ce qui se passe c'est que premièrement à Sakura Genesis, du coup El Desperado et Kanemaru défendent avec succès contre Bushi et Hiromu Takahashi et Roppongi 3K dans un three-way. Sauf que lors du Best of Super Junior 2018, ce qui se passe c'est que Sho et Yo, El Desperado et Kanemaru participent tous les 4 au Best of Super Junior et les 4 sont dans des blocs séparés. Ce qui se passe que Sho et Yo obtiennent des victoires sur Desperado et Kanemaru respectivement dans leur bloc et c'est ça qui vont leur permettre de revendiquer à une nouvelle chance pour le titre par équipe et c'est comme ça qu'on arrive du coup à Dominion du coup pour le match d'ouverture opposant du coup Suzuki Gun, El Desperado et Kanemaru contre Sho et Yo. Les deux équipes font leur rentrée, mais Sho et Yo envoient directement un double super kick sur les champions avant d'envoyer un double dive à l'extérieur. Ça commence très très fort. Les challengers dominent Kanemaru pendant pas mal de temps avec de bonnes combinaisons avant qu'El Desperado revienne et que la tendance s'inverse. Les 4 se séparent avec El Desperado qui emmène Sho dans la foule et Kanemaru qui s'occupe de Yo. De retour sur le ring, c'est El Desperado qui domine Yo sur le ring et les champions dominent de plus en plus le match. Pas grand chose qui se passe hormis que Yo cherche le hot tag avec Sho qui va finir par arriver et les champions sont maintenant en danger. Superbe séquence entre Sho et El Desperado, mais Kanemaru vient aider son collègue de Suzuki Gun. Kanemaru envoie son mist par erreur sur son coéquipier El Desperado. Et c'est le moment pour Roppongi 3K de concrétiser. Après une belle séquence entre El Desperado et Sho, ce dernier est envoyé dans l'arbitre par Desperado et va manger un coup de bouteille de whisky de la part de Kanemaru. Et ça permet à El Desperado de faire le tomber pour la victoire. Pas grand chose à dire sur ce match, c'est un match d'ouverture assez classique qui vaut le détour. C'est toujours sympa le match. C'est pas un match, c'est pas un mauvais match, c'est pas non plus un super match. C'est un bon match d'opener, je trouve, qui met bien la foule en place pour le show légendaire qui nous attend. Donc voilà, pas grand chose à dire, juste les champions conservent leur titre. Et voilà, nous on va pouvoir passer au prochain match. Et le deuxième match de la soirée est un match entre Juice Robinson et David Finlay contre Jay White et Yoshihashi. Et là le contexte il va tourner vraiment autour de Jay White, son ascension, son retour en fait en automne 2017 après son excursion à l'étranger donc chez Ring of Honor et chez RPW. Un personnage mystérieux connu sous le nom de Switchblade est teasé et à Power Struggle, Jay White fait son retour et attaque Hiroshi Tanahashi. Il va l'affronter au Tokyo Dome mais il perd, mais le 5 janvier, White tease un rapprochement avec le Bullet Club avant de trahir Kenny Omega avec un Blade Runner.
Et il va avoir son match pour le titre US à New Beginning in Sapporo. Et Jay White va prendre le titre à Kenny Omega et devient le deuxième champion IWGP US de l'histoire. Bref, il commence son règne, il bat Hangman Page, il bat David Finlay, il bat aussi Punishment Martinez. Et c'est là où on voit du coup que David Finlay est déjà dans le tableau, il est déjà dans l'histoire, il avait tenté de décrocher le titre, mais White l'a battu et David Finlay a un bilan de 0-10, donc 0 victoire contre 10 défaites en match simple contre Jay White. Et Juice Robinson, lui, c'est un challenger totalement naturel, mais qui est frustré depuis pas mal de temps. Il enchaîne les tentatives de titre avec échec depuis 2017. Il a perdu contre Kenny Omega pour le titre US, il a perdu contre Goto pour le titre Never. Et c'est peut-être l'un des challengers les plus populaires dans cette division. Et la dynamique du coup du tag match, c'est que David Finlay et Juice Robinson sont dans le groupe Taguchi Japan, du coup un groupe de babyface fondé par Hiroshi Tanahashi, Ryusuke Taguchi. Et Jay White, lui, est dans le clan Chaos, du coup le clan de Kazuchika Okada, et dans lequel se trouve Yoshihashi, du coup un autre membre du groupe. Et du coup, Jay White est champion US et il a des affaires qui sont pas trop réglées avec Juice Robinson et David Finlay. Du coup, c'est un peu ça toute l'intrigue du match. Et c'est comme ça qu'a lieu le match entre du coup Jay White et Yoshihashi contre du coup David Finlay et Juice Robinson pour Dominion 2018. David Finlay et Juice Robinson font leur entrée. Jay White, le champion US, et Yoshihashi aussi. Alors là, on est sur des matchs où il ne se passe pas énormément de choses, mais qui valent quand même le détour. Là où Jay White est beaucoup en difficulté sur le début de match, va inverser la tendance grâce à l'aide de Yoshihashi. Les deux équipes ont l'occasion de bien se montrer, mais le moment important du match, c'est bien Juice Robinson qui va parvenir à pin Jay White grâce à son Pulp Fiction. Et on peut croire au fait qu'il aura d'ici peu un shot au titre US de Jay White. Pareil, pas grand chose à dire sur ce match, c'est un match tag assez classique, forcément pour légitimer un nouveau challenger au titre de Jay White, forcément là on a personne de Juice Robinson. Donc voilà, pareil, pas un mauvais match tag, pour le coup c'est pas un mauvais match, c'est pas le match que tu vas relancer sur le show quoi, c'est ça le truc, mais franchement ça dérange personne, ça fait pas de mal à personne. Bref voilà, un bon petit match tag, Jay White aura son prochain challenger, et voilà, nous on peut se focaliser sur le prochain match. Le prochain match de la soirée est un match entre Suzuki Gun, représenté par Minoru Suzuki, et Zack Sabre Jr. contre Chaos, représenté par Tomohiro Ishii et Toru Yano. Et ce match, il représente un peu toute la guerre permanente entre Chaos et Suzuki Gun tout au long de l'année. Ils s'affrontent tout le temps sur l'année. Et à la Rev Pro, à la WrestleCon en avril 2018, un élément déclencheur va un peu intensifier cette feud, puisque Tomohiro Ishii devient nouveau champion Rev Pro British Heavyweight des mains de Zack Sabre Jr. Il met fin à un règne de plus de 300 jours du membre de Suzuki Gun. Et pour Minoru Suzuki, c'est la honte. Pour le clan, c'est une humiliation. A noter que Suzuki est champion tag avec Sabre également. Et vraiment dans ce contexte, le match de Dominion, il oppose du coup 3 champions Rev Pro. Ishii, le champion britannique en solo, et Suzuki et Sabre, du coup les champions par équipe. Et il y a aussi lors de la finale du Best of Super Junior, dans un match 6-man entre Chaos, du coup Ishii, Toru Yano et Yoshihashi, contre Suzuki Gun. Et après le match, une altercation entre Tomohiro Ishii et Minoru Suzuki éclate. Et vraiment là, c'est l'étincelle qui est encore plus allumée. Et la New Japan annonce officiellement le 5 juin un match par équipe pour Dominion, Tomohiro Ishii et Toru Yano contre Suzuki et Zack Sabre Jr. Les deux équipes font leur entrée, Ishii et Suzuki se cherchent beaucoup avant le début du match et ce sont ces derniers qui commencent le match sous un échange incroyable avec des coups d'avant-bras, des dropkicks, des nocelles, bref, la lutte la vraie. Zack Sabre Jr. rentre dans le match et domine Ishii avec de nombreuses soumissions. Suzuki Gun domine pendant plusieurs minutes Toru Yano et Ishii avant que Toru Yano revienne et Ishii également. Les deux monuments de la discipline, Tomohiro Ishii et Minoru Suzuki, se retrouvent et envoient encore une fois une séquence géante avant que les deux cherchent le tag avec leurs partenaires respectifs. Mais Zack Sabre Jr. bloque Toru Yano dans une soumission et Ishii est aussi bloqué en même temps dans une soumission par Minoru Suzuki. Et au final, l'arbitre décide d'arrêter le match et de donner la victoire à Suzuki et Zack Sabre Jr. Après le match, Ishii et Suzuki, du coup, ils se battent violemment, ils se suivent, bref, ça dure un certain temps. Et les deux sont séparés en coulisses. Le match était très sympa, j'ai beaucoup aimé l'histoire racontée pour le coup. Après, c'est 4 très bons lutteurs.
Celui qui est un peu en dessous, peut-être, c'est Toru Yano. Mais franchement, Toru Yano, je trouve que c'est vraiment pas un mauvais lutteur. Les gens sont durs avec lui, bref. Mais sinon, Minoru Suzuki, Zack Sabre Jr. et Tomohiro Ishii sur un ring, forcément, ça délivre. Donc, le match est super sympa, franchement. Le match est très surprenant. Enfin, tu te dis, ouais, c'est un match tag comme ça sur le show, tu vois. C'est pas, en fait, c'est pas le match que t'attends le plus, mais franchement, il te surprend bien. Et franchement, le match est super sympa. L'histoire entre Ishii et Suzuki est super bien racontée. Donc voilà, super match tag qui vaut le détour. Et nous, on va pouvoir passer au prochain match. Le prochain match de la soirée est un match entre Hiroki Goto contre Taichi contre Michael Elgin. Un three-way pour le titre Never. Et pour comprendre ce match, il faut remonter à une rivalité qui date depuis 2017. Le 27 avril 2017, du coup, Goto perd le titre Never des mains de Minoru Suzuki à cause de l'intervention d'El Desperado. Il tente de le récupérer à Dominion 2017, mais il échoue dans un Lumberjack Deathmatch. Et tout au long de l'année, Goto il va chasser Suzuki pour son titre, mais à chaque fois il échoue. Et quand Goto le défie une troisième fois après Power Struggle, Suzuki il refuse. Alors du coup, acculé un peu à court de chance, Goto prend une décision. Il propose de mettre ses propres cheveux en jeu pour forcer Suzuki à accepter le match. Et même en décembre, Suzuki tente de raser Goto en dehors du ring avec une tondeuse avant d'accepter le match en R versus R prévu pour Wrestle Kingdom 12 le 4 janvier 2018, dans lequel Goto bat enfin Minoru Suzuki dans ce R versus R et remporte à nouveau le titre Never pour la deuxième fois. Et du coup, il va forcer Suzuki à se raser le crâne. Et du coup, ça, c'est un peu la fin de la guerre de 2 ans et le début d'un règne de champion pour Goto. Et il va battre Evil à New Beginning. Il va battre Juice Robinson le 27 avril. Et après le match contre Juice Robinson, Michael Elgin rentre sur le ring pour challenger le titre. Mais il est immédiatement interrompu par Taichi qui se propose lui-même aussi comme challenger. Donc là, on a deux prétendants qui se présentent. Un three-way, ça va devenir un peu inévitable. Et Taichi en tant que bon heel, va attaquer Goto en coulisses et Michael Elgin va sauver Goto. Et tout au long du mois de mai, Elgin ne peut pas obtenir de match en solo à cause des interventions de Taichi, du coup membre de Suzuki Gun. Et à Wrestling Dantaku, Taichi va encore s'insérer de force dans la rivalité entre Elgin et Goto. Et le match en three-way pour Dominion pour le titre Never est officialisé le 7 mai. Ce sera Hiroki Goto, du coup le champion qui veut prouver que son règne est légitime après des années d'échecs contre Michael Elgin qui est totalement transformé physiquement. Les commentateurs disent qu'il a perdu 40 livres dans un effort pour vraiment sculpter son corps. Et Taichi, lui, le bon heel de Suzuki Gun, qui veut faire un peu sa transition vers le poids lourd. Il participe à la New Japan Cup. Il dit aussi qu'Hiroshi Tanahashi doit céder sa place d'Ace. Bref, il est totalement transformé. Vraiment, le portrait des trois hommes est hyper intéressant. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à Dominion 2018 pour Hiroki Goto contre Michael Elgin contre Taichi. Un three-way pour le titre Never. Michael Elgin fait son entrée, Taichi également et Hiroki Goto également. Et le three-way peut commencer. Alors là, le match, il est génial. Taichi, parfait dans son rôle de heel, qui n'hésite pas à tenter de tricher pas mal de fois, notamment dès le départ où il cherche un roll-up alors qu'il venait de sortir du ring. Elgin a envoyé un suicide dive de dingue, des nearfalls de ouf, notamment celui de Goto après l'électric chair suplex de Elgin. Elgin qui envoie aussi une magnifique buckle bomb sur Taichi. Bref, le match va dans tous les sens. Et à la fin, une sit-out powerbomb de Michael Elgin sur Taichi pour le compte de 3. Et Michael Elgin devient nouveau champion de Never sans avoir pin Hiroki Goto. Super three-way pour le titre Never, j'ai trouvé perf exceptionnel des trois, surtout de Taichi, pardon. Taichi, je trouve que c'est un lutteur hyper sous-coté, que ce soit en solo, mais surtout en tag. Je pense surtout aux Takers avec Saber, je pense surtout à sa tag avec Ishii. Bref, c'est un lutteur qui répond toujours présent. Et franchement, le match est super bien rythmé. Taichi, comme dit, il apporte quelque chose dans le match incroyable. Franchement, il apporte une dimension au match incroyable. Bref, Michael Elgin prend le titre, super perf des trois. Franchement, le match incroyable. Pour le coup, incroyable. Pareil, l'histoire racontée dans le match, super sympa. La peur de Goto qui s'est réalisée, il perd le titre alors qu'il s'est même pas fait pin. Bref, super perf des trois. Et nous, on va pouvoir passer au prochain match de la soirée. Le prochain match est un match entre LIJ, donc Evil et Sanada, contre les Young Bucks pour les titres par équipe. Alors, Evil et Sanada, c'est vraiment des champions nés d'une longue ascension. Vraiment, faut remonter au second semestre de 2017. Evil Sanada, membre du coup de LIJ,
Et vraiment, ils ont progressivement établi leur légitimité, avec un parcours assez impressionnant. En décembre 2017, ils participent forcément à la World Tag League dans laquelle ils finissent du coup à la tête de leur bloc et battent en finale Guerrilla of Destiny, donc Tamatonga et Tangaloa pour remporter le tournoi et forcément à obtenir un shot pour les titres par équipe à Wrestle Kingdom 12. Et le 4 janvier 2018, ils battent du coup Killer Elite Squad, les champions d'Available Smith et Lance Archer, pour remporter les titres par équipe. Et du coup, c'est un peu l'aboutissement de 2 ans de construction, contrairement aux Young Bucks, où eux, c'est assez rapide pour le coup. Du coup, les Young Bucks qui étaient d'abord dans la division junior et le 24 février à Honor Rising Japan, après que Kenny Omega a affirmé que les Golden Lovers étaient la meilleure équipe du monde, les Young Bucks les interrompt et dit qu'ils annoncent officiellement leur passage dans la division Heavyweight Tag Team. Et Matt, du coup, dit que les Young Bucks, c'est eux la meilleure équipe du monde, pas les Golden Lovers. Et il défie Kenny Omega et Kota Ibushi. Et lors de Strong Style Evolved, un match entre les Golden Lovers et les Young Bucks. L'un des matchs de ma vie, allez voir ce match, il est fabuleux. Mais bon, les Golden Lovers battent les Young Bucks. Le résultat est un peu crucial puisque les Bucks perdent leur premier vrai test dans la division Heavyweight face à une équipe de même faction. Donc bon, à Wrestling Dantaku, là on va un peu skip dans le temps. À l'issue du match entre LIJ et Suzuki Gun, les Young Bucks font leur entrée et challenge directement Evil et Sanada qui acceptent le défi. Du coup, le match pour les titres par équipe entre LIJ, donc Evil et Sanada, contre les Young Bucks est officialisé peu après. Les Bucks font leur entrée, Evil et Sanada également, et le match pour les titres par équipe peut commencer. C'est Nick Jackson qui commence face à Sanada, et après quelques contres et esquives, c'est Nick Jackson qui va mettre Sanada à terre avec une superbe combinaison qui finit avec un dropkick. Les Bucks combinent et dominent les champions, et ces derniers reviennent en tentant une double souplex, mais Matt vient aider son frère, et Nick Jackson va s'envoler sur les champions à l'extérieur. De retour sur le ring, c'est Evil et Sanada qui redominent beaucoup, et aussi à l'extérieur, en envoyant leurs challengers sur les barrières. Longue domination d'Evil et Sanada qui repoussent toutes les tentatives de contre des Bucks jusqu'à ce que Matt parvienne à chercher le tag avec son frère qui va faire revenir son équipe dans le match. Matt envoie un super kick sur son frère par erreur, ce qui va permettre aux champions de revenir dans le match toujours sous des séquences assez intéressantes. Et les Bucks vont tenter une double souplex depuis la troisième corde sur Sanada, mais Evil qui était en dessous qui va la transformer en powerbomb qui touchera sa cible, mais qui touchera aussi son partenaire. Séquence incroyable entre Sanada et Matt Jackson. Matt bloque Evil dans une soumission, mais Sanada va aussi bloquer Matt dans une soumission et Nick va envoyer un dropkick sur Sanada pour casser la prise. Franchement, le match, les enchaînements, c'est super. C'est tellement fluide. Evil va dominer Matt sur le ring, mais Matt va le contrer et le mettre en position de Meltzer Driver. Mais Nick, à cause de la douleur, n'arrive pas à concrétiser, ce qui permet à Evil et Sanada de revenir, mais Nick vient casser le tombé. L'Ariat de Matt sur Evil, mais Sanada revient avec un dropkick et un deuxième sur Nick. Tente un moonsault, mais Matt le dégage, envoie un spear, double super kick sur Evil, sur Sanada également, avant que les Bucks envoient un double reverse splash pour le compte de 3. Le match, je le trouve formidable. Franchement, le selling des Bucks sur tout le match, qui nous ont fait croire qu'ils vont vraiment perdre, qui nous ont fait croire que ce passage en heavyweight, ça va peut-être être un échec. Bref, c'est super. Evil Sanada en tag, c'est trop. Et Sanada le lutteur que c'est. Sanada le lutteur que c'est. Bref, il y a 4 amis, même si Evil depuis 2020 c'est plus un ami pour moi. Depuis 2020 c'est un cauchemar. Bref, à cette époque-là il y avait vraiment 4 amis. Franchement, très bon match pour les titres par équipe. Evil Sanada qui domine beaucoup le match. Comme dit, le selling des Bucks il est fabuleux. Bref, le placement dans la carte, il est parfait. C'est un match typique des Bucks dans ce qu'ils savent faire, dans tout ce qu'ils sont, c'est un match typique des Bucks dans ce dans quoi ils excellent, dans ce dans quoi ils sont bons, dans ce qu'ils savent faire. Bref, c'était super et les Bucks du coup qui passent champion par équipe pour leur passage en heavyweight, c'est magnifique. Et c'est magnifique ce qui va encore se passer dans la soirée là. Bref, c'est fabuleux le match, un placement parfait comme dit, le selling des Bucks, la perf de Evil et Sanada. Bref, tout est bon dans ce match et franchement il est incroyable. Et nous on va pouvoir passer au prochain match de la soirée. Et le prochain match de la soirée est un match entre le Bullet Club représenté par Cody, Hangman Page et Marty Scurll contre, écoutez bien l'équipe, Hiroshi Tanahashi, Jushin Liger et Rey Mysterio.
Sincèrement, l'équipe, j'ai jamais vu ça de ma vie. T'as littéralement peut-être la plus grande légende de ta compagnie, Hiroshi Tanahashi. T'as le plus grand junior de l'histoire de ta compagnie, Jushin Liger. Et t'as Rey Mysterio. On le présente plus lui. Rey Mysterio. Bref, la storyline, elle est assez complexe puisque le cœur de la storyline, bah, c'est Rey Mysterio à la New Japan. Et tout commence par une annonce du coup qui fait l'effet d'une bombe littéralement. Puisque le 10 février, lors de New Beginning in Osaka, Rey Mysterio apparaît dans une vignette préenregistrée et défie Jushin Liger pour un match à Strong Style Evolved. Un véritable dream match pour nous, fans de catch. Jushin Liger contre Rey Mysterio. Ils s'étaient affrontés qu'une seule fois à Starrcade 96. Mais ils n'avaient pas le même statut. Maintenant, c'est deux des plus grands cruiserweights de tous les temps. C'est deux des références dans leur style. Mais bon, bref, le destin en a décidé totalement autrement, puisque le 3 mars, Mysterio se blesse au biceps lors d'un show, et ce qui l'oblige à se retirer du match. Je suis dégoûté. Même encore à l'heure actuelle, je suis dégoûté. Et c'est Will Ospreay qui va remplacer Rey Mysterio. Donc à Strong Style Evolved, nous avons eu un Will Ospreay contre Jushin Liger, donc champion junior Will Ospreay, qui prend la place de Rey Mysterio. Et Mysterio quand même regarde le match depuis les coulisses. Rey Mysterio prend le micro pour dire qu'il combattra pour New Japan dès que possible. Et Will Ospreay, lui, va défier Rey Mysterio. Mais avant même que la légende puisse répondre, Marty Scurll attaque Ospreay dans le dos. Et Rey Mysterio, qui tentait de venir en aide au champion junior, va se faire arracher son masque. Jushin Liger va un peu calmer tout ça en attaquant Marty Scurll, c'est le gros bordel. Et le déclencheur final, c'est lors de la finale du Super Junior, la soirée où un tag match est organisé et Marty Scurll va attaquer Hiroshi Tanahashi et va le verrouiller dans son crossface chicken wing. Et Jushin Liger va encore voler au secours de Tanahashi en aide à Lace et repousser vraiment les attaques de Marty Scurll. Et le lendemain, du coup, le 5 juin, Hiroshi Tanahashi, Jushin Liger et Rey Mysterio lance un défi à Marty Scurll et les partenaires de son choix. Et il va le prendre Cody et Hangman Page. Du coup, c'est collègues du Bullet Club, tous membres du même clan. Vraiment le clan de Heel, hein, Gaijin qu'on connaît tous. Bref, du coup, c'est ça qui nous mène à ce match six-man entre Cody, Hangman Page et Marty Scurll contre Hiroshi Tanahashi, Jushin Liger et Rey Mysterio. Le match donne trop envie quand on connaît du coup le niveau des six lutteurs. Là, le match donne juste trop envie. Et c'est excellent. Et franchement, l'équipe d'Hiroshi Tanahashi, Jushin Liger et Rey Mysterio, c'est juste du jamais vu. La légende Jushin Liger fait son entrée, suivie de la légende Hiroshi Tanahashi. Et sous une pop monstrueuse, la légende Rey Mysterio fait son entrée. Le Bullet Club fait également son entrée et le match peut commencer. Et c'est Jushin Liger et Marty Scurll qui vont commencer le match. Mais Liger fait le tag à Rey, ce qui va faire sortir Marty Scurll du ring. Et c'est donc Hangman qui rentre sur le ring. Hangman dit à Rey de faire le tag à Tanahashi, ce qu'il fait. Et Lace envoie Adam Page au sol alors que ce dernier fait le tag avec Cody, qui va faire des pompes, ce que Tanahashi va reproduire en se moquant. Et Tanahashi envoie Cody au sol avec des armes drag, mais ce dernier revient avec un uppercut, fait le tag avec Marty, et Tanahashi fait le tag avec Rey, qui va rapidement être mis au sol par Marty Scurll. Roll-up de Rey pour le compte de 2, qui fait le tag avec Jushin Liger et Marty Scurll, va se faire dominer pendant de longues minutes avant que Cody et Hangman s'attaquent à Liger, ce qui va permettre à Scurll d'inverser la tendance. Cody domine Jushin Liger pendant quelques temps avec Hangman qui va prendre le relais et également dominer le Shooting Star qui va se retrouver en grande difficulté, mais Liger va revenir avec un backbreaker et chercher le tag avec Rey qui va dominer Marty Scurll avec son arsenal classique, va chercher son 619 mais Hangman fait le tag, tente un buckshot lariat mais Rey contre et Hiroshi Tanahashi prend le relais. Et lui va dominer Hangman sur le ring qui va tenter de revenir, mais sera contré par Lace, mais va parvenir à envoyer une lariat qui enverra Tanahashi au sol. Cody et Jushin Liger rentrent sur le ring après une belle séquence. Marty Scurll casse le tombé et Rey va chercher son 619 qui sera contré mais place Hangman en position aussi. Le 619 touche sa cible et Tanahashi envoie son Sling Blade et s'occupe d'Hangman à l'extérieur. Rey s'occupe de Marty Scurll à l'extérieur aussi. Et Jushin Liger est le seul face à Cody. Jushin monte Cody sur la troisième corde, envoie un Frankensteiner, mais Cody revient avec un Crossroads 1, 2 et 3. Alors là, comptez pas sur moi pour être objectif quant à ce match. Je trouve le match franchement trop kiffant. Déjà, une équipe entre Jushin Liger, Rey Mysterio et Hiroshi Tanahashi. Je suis désolé, le match ne peut pas être mauvais. Le seul bémol que je trouve au match, c'est qu'il est trop court. Il finit beaucoup trop tôt. Il finit, tu dis, ah, c'est déjà fini? Déjà fini après le Crossroads là? Bref. Le match est trop bien, la perf des trois heals pour vendre et mettre en avant les trois faces. Bon bref,
C'est exceptionnel, franchement c'est exceptionnel. Le match, je sais que certains le critiquent parce qu'ils auraient voulu autre chose, ils auraient voulu une autre dynamique de match. Je peux comprendre, franchement je peux comprendre, mais le match remplit parfaitement son rôle. Regardez bien le placement sur la carte qu'il a. Faut aussi laisser un peu le public se reposer, faut aussi faire rire le public, faut aussi tout un autre aspect du catch vraiment. Parce que là, on va vraiment assister au prochain match là. Ce qu'on va assister, ça va être juste fabuleux. Donc voilà, faut laisser aussi le public le temps de se reposer, de poser le cerveau, de vraiment avoir un autre aspect de catch, avoir du coup un peu de comédie, mais aussi un peu de qualité sur le ring. Vraiment, c'était fabuleux. Bref, Hiroshi Tanahashi, Jushin Liger et Rey Mysterio perdent ce match et le Bullet Club est over dans ce match. Donc voilà, on peut passer au prochain match de la soirée. Et le prochain match de la soirée est le match pour le titre junior opposant Will Ospreay, le champion, contre Hiromu Takahashi. Et la rivalité commence bien avant Dominion 2018. Elle commence au Best of Super Junior 2017. Hiromu Takahashi, en tant que champion, participe au tournoi mais se fait sortir par Will Ospreay. Et Takahashi, furieux, désigne Ospreay comme prochain challenger. Sauf que c'est Kushida qui va prendre le tournoi et battre Takahashi à Dominion pour prendre le titre. Et là, ça va être un peu un gros bordel, puisque Kushida va perdre le titre à King of Pro Wrestling contre Will Ospreay, et Will Ospreay va cash perdre le titre un mois plus tard lors de Power Struggle face à Marty Scurll. Hiromu Takahashi a encore une dette envers Will Ospreay, sauf que là c'est le gros bordel. Il y a 4 noms en tête pour le titre, et c'est pour ça qu'à Wrestle Kingdom 12, un 4-way est organisé entre Marty Scurll, le champion, Will Ospreay, l'ancien champion, Kushida, l'ancien champion, et Hiromu Takahashi, ancien champion. Bref, c'est un peu le gros bordel. Et à Wrestle Kingdom 12, du coup, le Far est exceptionnel. Franchement, allez le voir, c'est exceptionnel. C'est Will Ospreay qui va battre, du coup, tous ces challengers et devenir, du coup, deuxième fois champion junior heavyweight de sa carrière. Et lors de New Beginning in Osaka, Ospreay défend son titre avec succès contre Hiromu Takahashi. Le match est exceptionnel. Franchement, le match est exceptionnel. Sauf que Ospreay, kayfabe, se blesse au cou après un bump sur l'apron lors du 1er avril. Bref, il y a une blessure au cou que Takahashi va beaucoup exploiter, on verra. Et Takahashi gagne son billet pour Dominion dans le Best of Super Junior qu'il remporte. Et il bat Taiji Ishimori en finale dans, pour moi, ma finale préférée de Best of Super Junior. Je la trouve exceptionnelle. C'est lunaire le niveau. Bref, j'ai même pas les mots. Juste en repensant au match, là, juste en évoquant le match, j'ai tous les souvenirs qui me viennent en tête. Bref, le Super Junior 25 est remporté par Hiromu Takahashi et c'est officiel. À Dominion 2018, nous aurons Will Ospreay contre Hiromu Takahashi pour le titre junior. Takahashi fait son entrée avec son trophée du Best of Super Junior. Ospreay, le champion, fait son entrée et le match peut commencer. Les deux s'échangent des coups d'avant-bras qui sera remporté par Ospreay qui emmène Takahashi dans le coin, mais Takahashi va le contrer en envoyant une monstrueuse souplex dans le coin. Les deux sont à l'extérieur et Ospreay va tenter une souplex sur la rampe contrée, mais Ospreay va s'élancer, se jeter sur Takahashi depuis la rampe sous une très belle pop. Normal, le spot est super, il est dingue. Ospreay remonte Takahashi sur le ring, envoie un missile dropkick sur Takahashi dans le coin pour le compte de 2, mais va continuer de dominer son challenger pendant quelques temps en ciblant le bras de Takahashi qui va tomber en dehors du ring. Ospreay va envoyer Takahashi dans les barrières, dans le poteau, remonter son adversaire sur le ring, mais ce dernier va se faire contrer toutes ses tentatives de retour et Ospreay va reprendre sa domination en dictant le rythme. Takahashi va revenir avec des coups de coude, un head scissors et un missile dropkick qui sort Ospreay du ring. Et Takahashi en profite pour renvoyer un missile dropkick sur Ospreay à l'extérieur, puis un autre sur le ring pour le compte de 2. Pop-up powerbomb de Takahashi sur Ospreay pour le compte de 2. Takahashi va envoyer des chops sur Ospreay dans le coin, mais ce dernier va contrer et envoyer un genre de 619 mais par-dessus la troisième corde, suivi d'un springboard forearm. Les contres s'enchaînent et Takahashi va bloquer Ospreay, mais ce dernier va l'envoyer à l'extérieur du ring et envoyer un magnifique Space Flying Tiger Drop, Bref, side suplex d'Ospreay sur Takahashi pour le compte de 2. Alors Ospreay s'élance dans les cordes, mais Takahashi contre en magnifique German suplex. Le match est dingue. Franchement, là, il y a des séquences qui sont incroyables. Mais là, ce qui va se passer, c'est que les deux s'échangent des coups d'avant-bras. Duel qui sera remporté par Takahashi qui va envoyer un super kick, se projeter dans les cordes. Ospreay va tenter un enziguri, mais Takahashi esquive
tente une German suplex contrée par Ospreay qui tente une Snapdragon contrée. Ospreay tente un kick que Takahashi esquive et place une magnifique German suplex, mais Ospreay va parvenir à placer son Enziguri suivi d'un Hurricane Rana que Takahashi va tenter à son tour, mais Ospreay va envoyer un deuxième Hurricane Rana, tenter un Stormbreaker que Takahashi va contrer en Sunset Flip Powerbomb. La séquence est lunaire, c'est dingue, c'est exceptionnel. Là, la séquence, j'ai pas les mots. Les deux se retrouvent sur l'apron, s'échangent des coups d'avant-bras. Ospreay va monter sur la deuxième corde et envoyer une magnifique souplex avant d'envoyer un Shooting Star Press sur Takahashi qui était dans les cordes. Bref, Ospreay monte sur la troisième corde, corkscrew Shooting Star Press pour le compte de 2. Le match est juste fou. Ospreay va chercher son Stormbreaker, mais Takahashi va contrer en envoyant un monstrueux Canadian Destroyer depuis la deuxième corde. C'est exceptionnel. Takahashi va bloquer Ospreay dans son Triangle Choke, mais Ospreay va tenter de contrer avec une Powerbomb. Mais Takahashi ne lâche pas la prise, mais Ospreay va recontrer en envoyant une genre de side Powerbomb. Bref, Takahashi, il chute sur la nuque. C'est terrifiant. Robinson Patient Kick d'Ospreay va chercher son Cutter, mais Takahashi le pousse sur le tablier, se projette dans les cordes et envoie son magnifique flip powerbomb sur Ospreay à l'extérieur. Le match, comme il est phénoménal. De retour sur le ring, Takahashi envoie son Dynamite Plunger, pour le compte de 2, va en chercher un deuxième, mais Ospreay va revenir avec 3 kicks, va chercher son Stormbreaker, mais Takahashi va contrer et bloquer Ospreay dans son Triangle Choke. Encore une fois, Ospreay va tenter de se dégager, mais Takahashi va envoyer son Butterfly Pile Driver, il va envoyer Ospreay dans le coin, envoyer son Time Bomb. 1, 2 et 3. C'est juste fabuleux. Le match est juste fabuleux. Hiromu Takahashi, Will Ospreay, dire que c'est même pas leur meilleur match, puisque leur meilleur match c'est à Wrestle Kingdom 14 en 2020. Donc voilà, le match, il est fabuleux. Peut-être pas au même niveau que le Ospreay Marty Skrull de Sakura Genesis. C'est pas la meilleure défense d'Ospreay, mais voilà, ça reste un match immense, ça reste un match fabuleux. Les deux ont une alchimie, mais c'est juste du jamais vu, franchement. C'est lunaire les séquences qu'il t'envoie. Takahashi, le lutteur que je vais faire une vidéo sur Takahashi, je vais faire aussi un spécial Takahashi sur Twitch. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, on fait souvent des spéciales lutteurs de chez New Japan. Le match, j'ai pas les mots. En fait, tu sors du match, tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de voir là? Qu'est-ce que je viens de voir? Donc voilà, Hiromu Takahashi est notre nouveau champion junior et Ospreay perd son titre dans un match juste fabuleux. Franchement, allez le voir. Il est dispo sur Dailymotion Istanbul. Donc voilà, on va pouvoir nous passer au prochain match après je dirais pas classique, mais ce top match entre Hiromu Takahashi et Will Ospreay. Le semi-main event de la soirée est un match qui oppose Tetsuya Naito, le champion intercontinental, qui remet son titre en jeu contre Chris Jericho. Et là, on parle d'une guerre d'ego qui commence bien avant les matchs. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à Wrestle Kingdom 12, il y a un double main event. Kenny Omega contre Chris Jericho pour le titre US et Kazuchika Okada contre Tetsuya Naito pour le titre mondial. Et c'est Kenny Omega qui commence à plaider pour que Wrestle Kingdom 12 soit officiellement annoncé comme un double main event. Et lorsque New Japan valide le double main event, Naito est totalement déçu de la décision et déclare que la New Japan ne deviendrait jamais la promotion numéro 1 dans le monde tant qu'elle se pliera aux exigences du coup d'une star du WWE comme Chris Jericho, parce que Chris Jericho, il avait aussi revendiqué tout ça. Et il affirme que son match contre Okada est le seul main event. Bref, ce qui se passe, c'est que Naito perd contre Okada à Wrestle Kingdom. Ça, c'est une décision, bref, c'est une décision de merde, mais ça, c'est le sujet d'un autre jour. À New Year Dash, entre LIJ et Chaos, un match est organisé, un 10-man, et Jericho surgit et attaque Naito par derrière après le main event. Bref, c'est le bordel, Naito crache sur Jericho, les deux sont séparés par les Young Lions, et Jericho dit qu'il ne reviendra plus jamais au Japon tel un bon heel classique. Bref, en attendant, Naito, il prend le titre intercontinental à Minoru Suzuki. Et du coup, maintenant, depuis le 29 avril, Tetsuya Naito est champion intercontinental. Et c'est toujours dans ce caractère de celui qui néglige un peu, qui veut pas ce titre intercontinental. Il balance la ceinture, il en a rien à faire. Bref, c'est exceptionnel. Et lors de Wrestling Dantaku, lors de la deuxième nuit, entre un match entre LIJ et Suzuki Gun, Jericho est déguisé en fan et revient en attaquant Naito avec un masque de luchador. Incroyable, bref, Jericho est trop fort là dans ce genre de rôle. Il frappe Naito avec la cloche du ring, Naito il saigne, bref, la scène est choquante et Jericho est le premier du coup
challenger de Tetsuya Naito pour son titre. Et le match est officialisé le 7 mai pour Dominion. Ce sera Chris Jericho, le challenger, contre Tetsuya Naito, le champion, pour le titre intercontinental. Jericho fait son entrée, Naito le champion arrive aussi, il lâche la ceinture sur la rampe, telle la gimmick de celui qui s'en fout du titre, bref c'est génial. Mais Jericho l'attaque avec un coup d'avant-bras avant même que Naito puisse monter sur le ring. Les deux commencent à se battre près du public et Jericho va envoyer une souplex sur Naito à l'extérieur. Jericho va chercher une table et l'installer contre la barrière et envoie une monstrueuse powerbomb sur Naito à travers la table. Le match, je rappelle qu'il n'a toujours pas commencé, c'est déjà dingue. Jericho va amener Naito sur une autre table et envoyer un monstrueux DDT sur cette dernière. Elle se casse même pas, bref, Jericho monte Naito sur le ring et ordonne à l'arbitre de faire sonner la cloche, c'est ce qu'il fait. Le match peut officiellement commencer et Jericho va tenter un tombé mais Naito va kick out. Jericho va logiquement dominer le début du match, envoyer des backbreakers, des Lion Salt, mais ne parvient pas à obtenir un compte de 3, alors Naito va tenter de revenir avec des coups de poing, mais Jericho va contrer toutes ses tentatives de retour et va se faire bloquer dans le Walls of Jericho, mais va attraper les cordes. Naito va revenir avec des spears et s'acharner littéralement sur Jericho, envoyer un neckbreaker et un running dropkick suivi de son dropkick. Dans le coin, Naito est de retour dans le match sous une pop monstre. Neckbreaker sur le tablier de Naito sur Jericho suivi d'un autre depuis le tablier à l'extérieur du ring. Et Naito va étrangler Jericho avec son t-shirt puis l'envoyer dans les barrières. Et va prendre un bout de la table cassé et fracasser la tête de Jericho avec puis une deuxième fois avant d'emmener Jericho sur une table et envoyer un terrible piledriver. Un bout de sa vengeance est faite, bref, de retour sur le ring, Naito va monter sur la troisième corde et va envoyer un missile dropkick dans le dos de Jericho. Les deux sont sur la troisième corde et Naito va chercher un Hurricane Rana, mais Jericho va le bloquer dans son Walls of Jericho sous un beau contre et était super smooth, super fluide. Bref, Naito va essayer de se débattre, alors Jericho va l'envoyer dans le coin, mais Naito va revenir avec un Hurricane Rana et va capitaliser avec un Tornado DDT pour le compte de 2. Naito va tenter une souplex, mais Jericho va recontrer encore une fois le Boko dans son Walls of Jericho, mais Naito, sous une douleur immense, va réussir à attraper les cordes et va même surprendre Jericho avec une German suplex, va chercher son Destino, mais Jericho va contrer avec un tombé pour le compte de 2. Enziguri de Naito et Naito va placer son Destino, mais Jericho va casser le tombé en mettant sa main sur la corde. Les deux s'échangent des coups de poing et Naito va être surpris par un monstrueux codebreaker. Les deux vont encore s'échanger des coups de poing et Naito va contrer un Lion Salt, envoyer un Enziguri suivi d'un Gloria Slam, va chercher son Destino, mais Jericho va esquiver, pousser l'arbitre, envoyer un low blow sur Naito, envoyer son codebreaker. 1, 2 et 3. Mais Jericho n'en a pas fini, même s'il a gagné le match. Il continue d'attaquer Naito et le fouetter avec sa ceinture. Mais Evil, membre et partenaire de Naito dans LIJ, va venir s'attaquer à Jericho et le faire fuir du ring. Jericho peut célébrer sa victoire et Naito est battu par Jericho et perd son titre intercontinental. Je trouve le match immense. Et Jericho, à cette époque-là, comme ça, il est fabuleux. Après, est-ce que je suis biaisé parce que c'est vraiment 2017-2018, c'est là où j'ai commencé la New Japan, donc est-ce que je suis biaisé? Je ne sais pas. Mais je trouve le match là et la séquence avant que le match commence là, c'est extraordinaire. Même l'après-match, c'est fou. Evil qui deviendra le prochain challenger de Jericho pour Power Struggle, pardon. Bon, il perdra. Bref, c'est fabuleux. Le match en lui-même, je le trouve hyper cool. L'avant-match, l'après-match, pareil, c'est du lourd. Naito est trop fort. Jericho, pareil. On rappelle que Jericho, il a 47 ans à cette époque-là. Je sais pas si on réalise. Bref, le match est immense et du coup, Chris Jericho devient nouveau champion intercontinental et bat Tetsuya Naito. Et nous, on va pouvoir passer au main event de la soirée. On rappelle que le show est déjà all-time juste avant le main event. Mais là, ce qui va se passer dans le main event, les gars, ce qui va se passer dans le main event, faudra juste le vivre. Et le main event de la soirée est un match entre Kazuchika Okada, le champion, contre Kenny Omega, le challenger. Là, c'est juste la feud d'une vie, en fait. Ce qui se passe, c'est que le premier acte entre les deux, c'est à Wrestle Kingdom 11, quand Kenny Omega gagne le G1 Climax 2016 pour obtenir un shot au Dome. Kazuchika Okada bat Kenny Omega et Kazuchika Okada, ils vont se raffronter avec Omega à Dominion 2017 quand ce sera Okada qui choisit Omega comme son challenger. Il veut que ce soit Omega qui le challenge. Ça finit en time limit draw. Okada ne parvient pas à battre Omega. C'est un time limit draw, le match est fou, il est même meilleur que celui de Wrestle Kingdom, je trouve. Après, ils sont dans le même bloc au G1 Climax et c'est Omega qui va battre Kazuchika Okada. Donc là, c'est
Là, c'est la merde hein, pour Kazuchika Okada. Il passe de battre Omega dans le main event du Dome à ne pas pouvoir le battre et même à perdre. Bref, il s'éloigne un peu les deux. Kenny Omega, il se réunit avec Kota Ibushi pour reformer les Golden Lovers sur l'année 2018. C'est magnifique. Et Kazuchika Okada, après son match contre Hiroshi Tanahashi, il va choisir encore une fois Kenny Omega comme son prochain challenger. Mais cette fois, il veut pas qu'il y ait de time limit draw. Il veut pas qu'il y ait... Il veut qu'il y ait un vainqueur. C'est pour ça que ce sera un no time limit best 2 out of 3 falls. Là, on saura qui est vraiment le meilleur des deux, meilleur des trois manches. Pas de limite de temps. Bref, c'est officiel pour Dominion 2018. Kazuchika Okada contre Kenny Omega 4. C'est juste la série de matchs d'une vie. Et c'est sûr qu'à Dominion, on aura un énième classique entre les deux. Et on y est, main event à Osaka, Dominion 2018, Kazuchika Okada contre Kenny Omega. L'atmosphère ce soir-là, enfin ce matin-là, le petit Hugo de 2018 qui avait vécu ce match, il sentait déjà la tension le matin, aux alentours de midi, un dimanche. Donc voilà, l'atmosphère vraiment qu'on a ressenti ce soir-là, enfin ce matin-là, du coup comme dit, c'était très exceptionnel. C'était pas comme les dernières défenses de Kazuchika Okada. On sentait que quelque chose allait se passer ce soir. Kenny Omega est accompagné de Kota Ibushi, son partenaire des Golden Lovers, et Kazuchika Okada est accompagné de Gedo. La cloche sonne, la première manche du Tao Trifles match commence. La première manche du match commence, le match commence prudemment au sol, chacun cherche l'avantage technique. Très vite, les deux s'échangent leur première grande tentative, la tentative de finisher. Omega évite le Rainmaker, Okada échappe au One Winged Angel. Ils vont ensemble en dehors du ring, à l'extérieur, ils se rendent coup pour coup, Omega avec ses coups de genoux, Okada avec ses projections contre les barrières. De retour sur le ring, Omega domine une longue séquence avec des chops, avec des camel clutch, des dropkicks, des crossbody. Vers l'extérieur, Okada finit par répondre avec un flapjack, un DDT, un plongeon vers l'extérieur et un missile dropkick. Le rythme s'intensifie. Omega enchaîne bulldog suplex, V-trigger, Okada contre avec une German suplex et surtout un tombstone sur le tablier. Incroyable, c'est incroyable ce spot, il est incroyable. L'un des moments les plus marquants, un dropkick violent d'Okada projette ensuite Omega contre la barricade. Après 25 minutes de combat, Omega repart à l'offensive, missile dropkick derrière la tête, German suplex, mais Okada résiste toujours. Le champion retrouve son souffle, place un dropkick, un tombstone et évite encore le One Winged Angel. Et dans le final de cette première manche, Omega tente un sunset flip, mais Okada le bloque, s'allonge sur lui en immobilisant les bras et réussit le tomber à la surprise générale. Et du coup, Okada prend la première manche de ce 2 out Trifle. Après 30 minutes de combat, les lutteurs ont bénéficié d'une pause de 2 minutes avant la reprise du match parce que une manche en 30 minutes c'est exceptionnel. Je sais pas si on se rend compte, les deux sont morts. Hein. Les deux sont morts et le premier round était incroyable. Les deux lutteurs ont eu de nombreuses occasions de briller. Omega semblait vraiment sur le point de remporter le premier round. Je pensais vraiment qu'il allait le remporter. Mais Okada l'a déjoué et a réussi à sortir de nulle part de la situation délicate du tombé. C'était trop kiffant. La première manche était incroyable et on est parti pour la deuxième manche. La cloche sonne pour la deuxième manche de ce Two Trifles match entre Kazuchika Okada et Kenny Omega. Le Rainmaker envoie un drop kick sur Kenny Omega sur le ring qui lance Kenny Omega en dehors du ring. Kenny Omega tente une prise depuis la barrière bleue en dehors du ring mais Okada le pousse sur la barrière blanche. DDT en dehors du ring depuis la barrière bleue de Kazuchika Okada sur Kenny Omega. Une fois les deux sur le ring, Omega enchaîne les coups de poing sur Kazuchika Okada qui le contre avec un coup de pied au visage dévastateur. Omega reprend l'avantage avec une souplex sur le ring. Les deux quittent le ring. Omega exécute une souplex sur le tablier du ring. Omega envoie une table sur Kazuchika Okada, une référence à leur match à Wrestle Kingdom 11, et lui envoie un double stomp dévastateur à l'image de celui au Tokyo Dome en 2017. Kenny Omega installe la table à l'extérieur du ring. Okada tente de riposter en envoyant Kenny Omega contre le poteau du ring. Les deux se remontent sur le ring. Okada tente une senton splash, mais Omega a levé les genoux pour contrer. Omega tente une prise en chargeant Okada sur ses épaules, mais ce dernier le contre avec une souplex. Okada enchaîne avec un dropkick en pleine course qui envoie Kenny Omega dans le coin du ring. Okada remonte lentement sur la troisième corde. Une fois sur la troisième corde, Kenny Omega le rattrape et lui envoie une superplex en crochetant la jambe de Kazuchika Okada, ce qui lui fracasse totalement le genou. La foule pop à mort. Okada
envoie un uppercut après que Kenny Omega ait envoyé une senton roulée puis un moonsault après que Kazuchika Okada lève les genoux, uppercut de Kazuchika Okada. Okada pointe la table en dehors du ring sur le sol. Omega enchaîne avec un DDT en pleine course qui envoie Okada sur le tablier du ring. Omega le suit. Kenny Omega va envoyer une German suplex depuis le tablier du ring sur la table en dehors. Mais Kazuchika Okada s'attrape aux cordes. Il évite du coup cette souplex en dehors qui aurait été vraiment dévastateur pour les deux, hein, même pour Kenny Omega. Franchement, la chute, elle aurait été totalement lunaire. Du coup, Omega porte un reverse Hurricane Rana en dehors du ring. Omega remonte sur le ring, compte jusqu'à 20 de l'arbitre. Il arrive à 19 et Kazuchika Okada remonte sur le ring. Donc voilà, le match continue. V-Trigger de Kenny Omega, tentative de One Winged Angel contré par Kazuchika Okada qui envoie un tombstone dévastateur. Tentative de Rainmaker contré par un roi Uranage, dévastateur de Kenny Omega. Les deux sont épuisés. Omega place une Dragon Suplex sur Kazuchika Okada qui se relève aussitôt avec un dropkick et Kenny Omega réplique avec un dropkick encore plus puissant en pleine tête. Vraiment, la verticalité des dropkicks, c'est phénoménal. Omega exécute une powerbomb sur Kazuchika Okada. Omega place un nouveau V-Trigger. Okada contre une prise et tente le tomber, mais cette fois, pour le compte de 2, Omega place un autre V-Trigger. Omega tente un Butterfly Pile Driver qui obtient un compte de 2. Franchement, le match est complètement dingue. Omega enchaîne V-Trigger encore une fois, place le One Winged Angel et effectue le tombé pour prendre la deuxième manche de ce match totalement dingue. 15 minutes après que Kazuchika Okada ait pris la première manche sur Kenny Omega, c'est Kenny Omega qui prend la deuxième, ils sont à un partout. Okada est resté au sol pendant vraiment très longtemps, on aurait vraiment dit franchement, on aurait dit qu'il était mort quand tu vois la tête de Kazuchika Okada. Donc voilà, et on peut partir pour la troisième et dernière manche dans ce match totalement phénoménal. La cloche sonne, troisième et dernière manche. Kazuchika Okada n'a même pas le temps de se relever, qu'il est pris d'un V-Trigger dans le dos de Kenny Omega qui tente le One Winged Angel. Okada esquive et balance un Rainmaker qui pareil fait pop la foule dingue. Okada qui a mis du temps à chercher le tombé n'obtient que le compte de 2. Tentative de tombstone, Omega lui agrippe le pied. Le match dure déjà depuis 50 minutes. Okada apporte un uppercut. Omega une gifle et Omega s'effondre. Les deux sont morts. Okada projette Omega dans les cordes. Ce dernier s'écroule. Drop kick tenté d'Okada, mais il tombe lorsque Omega tombe dans les cordes. Franchement, l'épuisement est vraiment hyper bien exprimé, hyper bien amené. Omega porte un Styles Clash qui fait pop la foule. C'est dingue, le match c'est tellement dingue. Mais compte de 2, franchement, c'était vraiment trop bien de voir un Styles Clash. Et Omega, du coup, met un V-Trigger à l'arrière de la tête de Kazuchika Okada contre le coin du ring. Omega s'est effondré après avoir soulevé Kazuchika Okada sur ses épaules. Franchement, le match est complètement dingue. Bushi qui donne quelques conseils à Kenny Omega qui est monté sur la troisième corde, qui tente le Phoenix Splash, prise de finition de Kota Ibushi, mais Kazuchika Okada a esquivé. Okada a ensuite porté un dropkick dans le dos de Kenny Omega, Okada a tenté un tombstone, mais Kenny Omega s'en est dégagé. V-Trigger au visage de Kazuchika Okada de la part de Kenny Omega. Je sais pas combien il en a donné pendant ce match, mais franchement, c'est une dinguerie. Omega enchaîne avec 2 autres V-Trigger. Okada bloque le troisième, puis Okada a porté un dropkick suivi d'un autre. Okada a porté un Rainmaker, puis s'est effondré en tentant du coup sa propre prise et vraiment il n'a même pas réussi. Franchement, le Rainmaker, il n'a pas réussi à le caler. Ça, c'est hyper symbolique parce que il n'arrive pas à emmener Kenny Omega au tapis avec un Rainmaker tellement les deux sont épuisés. Les deux sont morts, les deux sont à genoux, l'image elle est magnifique entre les deux à genoux. Une fois debout, Okada envoie un Rainmaker, garde le contrôle du poignet de Kenny Omega et enchaîne avec un autre Rainmaker. Beaucoup trop épuisé, il ne peut pas aller chercher le tomber directement. Okada aide Omega à se relever et cherche un troisième Rainmaker. Omega esquive et place une German Suplex. Il enchaîne avec une autre German Suplex, cherche une troisième German Suplex. Okada contre avec une German Suplex à lui. Okada veut un Rainmaker, Okada esquive et place une autre German Suplex. Omega exécute ensuite un Reverse Hurricane Rana. La prise elle est dingue franchement. Omega se relève en rampant, il cède de l'arbitre, court le long des cordes. Okada envoie un missile dropkick sur Kenny Omega.
cherche le Rainmaker, Kazuchika Okada cherche encore une fois un Rainmaker, Omega esquive et porte le One Winged Angel, beaucoup trop épuisé pour effectuer le tombé. Kazuchika Okada s'appuie des cordes, se sert des cordes pour ne pas prendre de tombé. Les deux sont exténués. Sauf que Kazuchika Okada, c'est pas une très bonne idée d'aller dans les cordes, sachant que Kenny Omega porte le V-Trigger dans son arsenal, du coup il en profite. Il profite de la position de Kazuchika Okada dans les cordes pour envoyer un V-Trigger en pleine course. Et Okada, dos aux cordes, Omega se prépare ensuite pour le One Winged Angel et le cale. Il fait le tomber sur Kazuchika Okada. 1, 2 et 3. Que dire honnêtement, à part que c'est juste le classique d'une vie, c'est la claque de ma vie, c'est le match de ma vie. La série de matchs de Wrestle Kingdom 11 à Dominion, là, 2018, j'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. Comme dit, le meilleur moyen d'expliquer et de vous faire comprendre, c'est vraiment de vous conseiller d'aller voir les matchs. Parce que c'est des claques que tu prends qu'une seule fois dans ta vie, c'est des claques qui te font découvrir un autre aspect de la lutte, et ça change vraiment ta vision de la lutte. Donc voilà, Kenny Omega met un terme au règne de 720 jours légendaire de Kazuchika Okada dans le main event d'un des shows les plus légendaires de l'histoire. Vraiment, en plus après il y a la naissance de la Golden Elite avec les Bucks et Kota Ibushi. Toutes les tensions sont réunies. On saura un peu plus tard en presse conférence que Cody sera son premier challenger. J'ai fait une vidéo sur le règne de Kenny Omega en tant que champion IWGP que je vous conseille d'aller voir. Franchement, c'est une période moi qui me tient à cœur parce que forcément ça faisait un an que je suivais à peu près la New Japan. J'ai commencé fin 2017, je me souviens. Donc voilà, Kenny Omega est nouveau champion IWGP et c'est comme ça que se conclut du coup Dominion 2018. Et du coup, voilà pourquoi Dominion 2018 est un show légendaire, tout simplement parce que déjà de 1, la narration tout au long du show, donc ça part même des matchs par équipe. Je pense à Juice Robinson qui pin Jay White, toutes les histoires bien écrites. Après, t'as le three-way pour le titre Never qui est exceptionnel dans la qualité du ring, alors que c'est pas le match le plus attendu, hein, vraiment. T'as Taichi qui sort une perf de ouf, franchement c'est superbe. Et bien sûr après t'as les Young Bucks qui ont leur premier gros succès dans la division heavyweight. Ils prennent les titres tag et le match est fabuleux contre Sanada et Evil. Ensuite, on a le trio Hiroshi Tanahashi, Josh Niger et Rey Mysterio. Mais est-ce qu'on se rend compte du trio ou pas? Bref, après on a le M et est-ce qu'Hiromu Takahashi et Will Ospreay ont proposé juste vas-y. T'as Tetsuya Naito, Chris Jericho qui ont bien fait leur taf. Tes co-main event juste avant un best out of three falls no time limit entre Kazuchika Okada et Kenny Omega. Le job est parfaitement bien rempli, que ce soit dans l'avant-match, dans l'après-match et pendant le match. La qualité in-ring est très sous-cotée, je trouve, entre Tetsuya Naito et Chris Jericho. Faut pas oublier que Chris Jericho, bien sûr, il a 47 ans à l'époque. Bref, c'est fabuleux. Et bien sûr, le main event. La quatrième partie entre Kenny Omega et Kazuchika Okada, pas de limite de temps, meilleur des 3 manches. C'est Kenny Omega qui est ressorti vainqueur et meilleur lutteur au monde. Du coup, face à Kazuchika Okada, il a mis fin à un règne légendaire. C'est aussi ça la pièce centrale du show, hein. Kazuchika Okada, un règne de 720 jours. J'ai aussi fait une vidéo dessus. Je vous conseille d'aller voir. Donc voilà pourquoi Dominion 2018 est un show légendaire, parce que déjà en plus tout ça, toute cette narration, toute cette qualité constante au niveau du show, l'impact mondial, il a été fabuleux. J'ai été aussi touché et ciblé, du coup j'ai été la cible, hein, de Dominion 2018. Franchement, ça m'a ouvert. Je regardais déjà New Japan à l'époque. Je regardais pas tous les shows, je regardais les shows les plus importants. Mais là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que New Japan, c'était juste la compagnie de ma vie. Donc voilà, l'impact mondial est pas à négliger. Il est crucial pour New Japan. Ça, là où les Wrestle Kingdom des années 2015, 16, 17, même vraiment depuis 2014, pour moi 2014, 15, 16, c'est vraiment le pic. 2017 aussi, 2017 c'est un gros pic. 2018 je dirais pas que c'est un peu en dessous, mais c'est un peu en dessous de 2017 je trouve, par exemple. Mais bon, si on est tout le temps dans la comparaison, c'est un peu faussé. Ça reste une année extraordinaire pour New Japan. Donc voilà pourquoi Dominion 2018 est l'un des shows de ma vie et l'un des shows les plus importants de l'histoire pour la New Japan et pour le catch moderne. Donc voilà, ça m'a fait super plaisir de revenir sur ce show. C'est l'un des shows de ma vie. Je pense aussi à mon frérot de la TL, Alexis. C'est aussi le show de sa vie, je le sais. Ça m'a fait trop plaisir de revenir sur ce show, franchement. C'était incroyable, c'est les émotions quand j'ai dû revoir les matchs et tout. C'était les émotions. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller me follow partout sur les réseaux, sur Twitch. J'ai sorti le planning de stream qui s'affichera à l'écran juste maintenant.
pour la semaine qui va venir, ça va être les émotions. On se retrouve aussi ce soir à 20h30. On regarde le 8e anniversaire de la Stardom. Donc voilà, de show qui date de 2019. J'avais envie, j'étais un peu nostalgique de mes débuts de Stardom. C'est mes débuts où j'ai commencé à regarder la compagnie. Je suis un peu nostalgique, donc voilà, ça fait de mal à personne. Et n'hésitez pas à aller me follow du coup sur Twitter aussi, sur YouTube, sur TikTok, sur Twitch, bref partout. N'hésitez pas aussi à mettre un like et à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et nous on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu.